Que se passe-t-il lorsque les motards hors-la-loi les plus redoutés du monde sont finalement forcés de faire face aux conséquences de leurs actes? Hells Angels Motorcycle Club has not been found by a jury in the state of Nevada. Ils peuvent rester assis tranquillement au tribunal, mais tout le monde sait qui ils sont, les Hells Angels. Après des années de violence, de pouvoir et de fraternité, ils se retrouvent maintenant face à l'ennemi qu'ils ne peuvent intimider, la loi. Des batailles sanglantes dans les rues aux confrontations judiciaires qui ont ébranlé la culture biker, ces affaires révèlent ce qui se passe lorsque l'un des clubs de moto les plus redoutés du monde est confronté à la justice. Dans cette vidéo, nous examinons les moments les plus choquants des Hells Angels jamais capturés en caméra dans une salle d'audience. After a multi-agency operation took down the entire Bakersfield chapter of the Hells Angels, all 7 of them appeared in court today for their arraignment, pleading not guilty. Août 2024, Bakersfield, Californie. Le juge n'avait même pas commencé l'audience que la tension emplissait déjà la salle. 4 Hells Angels, menottés et entourés d'officiers armés, furent amenés pour faire face à la justice. Au centre se trouvait Ricardo Alvarez, 41 ans, que les procureurs qualifiaient de l'homme le plus dangereux du chapitre de Bakersfield. Le juge refusa toute libération sous caution, déclarant qu'Alvarez représentait simplement trop de risques. À ses côtés se tenaient Armando Villaseñor, 55 ans, Joshua Zavala, 31 ans, et Joshua Vaughn, 33 ans. Leurs accusations semblaient tirées d'un thriller criminel. Vol, agression, enlèvement, séquestration et même maltraitance de personnes âgées. Tous plaidèrent non coupables, mais le juge fixa une caution si élevée qu'il était presque impossible de la payer. Ce moment dramatique au tribunal ne sortait pas de nulle part. 2 mois plus tôt, Bakersfield avait été secoué par un raid massif impliquant des agents fédéraux, des adjoints du shérif et la patrouille routière. La police avait perquisitionné des domiciles liés aux Angels, découvrant 25 armes à feu, des chargeurs à haute capacité et des piles d'équipements de gang. Plus tard, des témoins racontèrent des histoires d'intimidation, d'enlèvement et d'attaques brutales dignes d'un drame criminel. Et maintenant, avec Alvarez et son équipe dépouillés de leurs patchs et menottés, Bakersfield assistait à un événement rare. Un chapitre entier des Hells Angels amené devant la cour, contraint de répondre de plusieurs années de violence. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas en Californie. Août 2023, Australie. À l'autre bout du monde, les Hells Angels entrèrent dans une salle d'audience en s'attendant à la défaite et en ressortirent avec quelque chose de rare, une victoire. La Haute Cour d'Australie donna raison à 2 membres seniors, Peter Keith Stacey et Stephen John Taylor, après qu'ils eurent contesté la tentative du gouvernement de confisquer leur propriété de Pond. Les autorités avaient tenté de la déclarer lieu prescrit, une mesure légale qui aurait rendu criminel pour tout Hells Angel de mettre le pied sur ces terres. Mais les juges estimèrent que le gouvernement avait outrepassé ses droits, car les propriétaires n'avaient pas été préalablement avertis. Pendant un bref instant, il sembla que les Angels avaient battu le système. Mais cette victoire ne dura pas. Quelques jours plus tard, le procureur général de l'Australie méridionale annonça que de nouvelles lois seraient rapidement adoptées par le Parlement pour fermer définitivement le site de Pond. Et pour une bonne raison, la propriété n'était pas qu'un simple clubhouse. La police y avait perquisitionné en 2019, découvrant une voiture calcinée liée au meurtre brutal de Mark Boyce. Avant cela, elle avait accueilli tout, des rassemblements de bikers à un festival de musique autrefois célèbre. La Haute Cour avait peut-être rappelé au gouvernement le principe d'équité, mais l'affaire démontra aussi une autre chose. Quand il s'agit des Hells Angels, la loi trouvera toujours un moyen de riposter. Canada. Et le combat ne se limite pas à la violence. Au Canada, les projecteurs des tribunaux se sont tournés vers l'argent et ont révélé l'un des rackets les plus lucratifs des Angels, l'immobilier. Les enquêteurs ont découvert comment des membres seniors avaient investi des millions dans le marché immobilier du sud de l'Ontario,
transformant ce marché en leur propre machine à blanchir de l'argent. Sur le papier, les transactions semblaient légitimes. En réalité, selon les procureurs, il s'agissait d'argent sale nettoyé via des comptes bancaires et des titres de propriété. Le système allait encore plus loin. Plusieurs de ces propriétés furent ensuite touchées par des incendies suspects. Un seul feu déclencha un versement d'assurance de 7,9 millions de dollars, somme que les enquêteurs estiment avoir été réinjectée directement dans le réseau souterrain des Angels. Il ne s'agissait pas de bagarres dans des bars ou de guerres de rue. Il s'agissait de richesses silencieuses, de pouvoirs construits non pas sur les autoroutes, mais cachés dans les hypothèques et les titres de propriété. Pour les forces de l'ordre, cela représentait un nouveau type de champ de bataille, où les Hells Angels se révélaient tout aussi dangereux sans tirer un seul coup de feu. Californie. En 2022, un tribunal fédéral en Californie infligea l'un des coups les plus durs aux Hells Angels de mémoire récente. 3 membres seniors du chapitre du comté de Sonoma, Jonathan John Nelson, Russell Ott et Brian Wendt, furent condamnés à la réclusion à perpétuité pour complot de racket et une série de crimes violents liés aux activités du club. Les procureurs ont décrit le chapitre comme un syndicat criminel étroitement organisé, responsable d'extorsion, d'intimidation de témoins, de trafic de drogue et d'agression brutale. La preuve la plus glaçante fut le meurtre de Joel Silva en 2014, un autre Hells Angel. Attiré au clubhouse de Fresno, Silva fut abattu à l'arrière de la tête et son corps incinéré dans un crématorium illégal. Les enquêteurs ont indiqué que l'ordre venait de la direction après que Silva eût osé défier leur autorité. Le procès a dressé un tableau sombre de la discipline interne des Angels. Un monde où la loyauté est absolue et où la désobéissance peut signifier l'exécution par ses propres frères. Les peines de réclusion à perpétuité ont choqué le monde des hors-la-loi, brisant le mythe d'intouchabilité qui entourait le club depuis longtemps. Mais la Californie n'était que le début. Si l'affaire Silva révélait la brutalité cachée derrière les murs du clubhouse, ce qui suivit montra la violence se déversant au grand jour, non pas chuchotée, non pas cachée dans l'ombre, mais déclenchée en plein jour sur une autoroute du Nevada. Dans une autre salle d'audience, le 29 mai 2022, un tronçon de la US 95 à Henderson, Nevada, éclata dans le chaos. Des membres des Hells Angels ouvrirent le feu sur un groupe de motards des Vagos, dans ce que les procureurs qualifièrent plus tard d'embuscade coordonnée. À la fin de l'attaque, 7 motards avaient été touchés. Au centre de l'action se trouvait Richard DeVries, 66 ans, président du chapitre des Hells Angels de Las Vegas. L'accompagnaient Russell Smith, 26 ans, et Stephen Hallo, 46 ans. En quelques heures, les 3 étaient en garde à vue, accusés d'avoir déclenché des tirs en plein jour. Mais la véritable bataille ne se déroulait pas sur l'asphalte. Elle se jouait dans la salle d'audience. L'affaire remonta jusqu'à la Cour suprême du Nevada, pivotant autour d'une question explosive. Les Hells Angels ne sont-ils qu'un club de motards ou un gang criminel? Au début, une juridiction inférieure donna raison à la défense, annulant les aggravations de peine liées au statut de gang. Mais la plus haute cour du Nevada renversa cette décision. Les juges firent référence à des décennies de violence, aux témoignages sur la hiérarchie du club et même à des preuves saisies au Clubhouse des Angels, comme le tristement célèbre patch Filthy Few, censé marquer les membres commettant des actes de violence pour le club. La décision rétablit les accusations de gang et, pour la première fois dans l'histoire du Nevada, donna aux tribunaux le pouvoir de qualifier officiellement les Hells Angels de gangs criminels. Pour une organisation qui vit de sa réputation, ce n'était pas seulement une défaite juridique, c'était une cicatrice publique, exposant la fraternité hors la loi à un nouveau niveau de contrôle. Mais alors que le Nevada s'occupait de qualifier les Hells Angels de gangs, l'Europe allait encore plus loin. Là-bas, les tribunaux ne visaient pas seulement des chapitres ou des individus, ils cherchaient à effacer le club d'un pays entier. Mai 2019, Utrecht, Pays-Bas. Dans une décision historique, un tribunal néerlandais est devenu le premier au monde à interdire entièrement les Hells Angels.
Il ne s'agissait pas d'un seul chapitre. Les juges ont banni toutes les opérations des Hells Angels aux Pays-Bas, déclarant le club comme une menace directe pour l'ordre public. Le verdict faisait référence à des décennies de sang versé avec des rivaux tels que les Bandidos, à des guerres de rue qui ont marqué des villes entières et à un schéma de violence trop extrême pour être ignoré. La violence est souvent si grave et cause tant de troubles sociaux qu'elle peut être considérée comme une violation de l'ordre social, a statué le tribunal. Pour un groupe né en Californie en 1948 et devenu une fraternité mondiale, c'était un coup historique. La première fois qu'un pays entier effaçait légalement les Hells Angels de son sol. Mais alors que les juges néerlandais effaçaient les Angels de la carte, la Suisse exposait sa réputation sanglante. Cette même année, à Berne, en Suisse, l'un des procès de bikers les plus choquants du pays se déroulait. Tout remontait à une violente bataille de rue en mai 2019, lorsque les Bandidos ont tenté d'implanter leur drapeau à Berne en ouvrant un nouveau chapitre. Les Hells Angels y ont vu une invasion. La riposte fut rapide et brutale. Des pierres volaient dans les airs, des battes et des couteaux étaient brandis violemment. Puis, les coups de feu résonnèrent dans une place publique bondée. Lorsque tout fut terminé, un homme avait été touché et gravement blessé, tandis que d'autres gisaient ensanglantés au sol alors que des passants terrifiés cherchaient refuge. Lorsque l'affaire atteignit enfin le tribunal, 22 hommes des deux clubs comparurent ensemble, accusés de tentative de meurtre, d'agression aggravée et de mise en danger du public. La police armée protégeait la salle tandis que des rivaux jurés étaient assis à quelques mètres les uns des autres. Les procureurs soutinrent qu'il ne s'agissait pas d'un affrontement aléatoire, mais d'une guerre de territoire calculée, une démonstration de force délibérée des Hells Angels pour tenir les étrangers à l'écart de leur territoire. Le procès se termina par des verdicts de culpabilité et des peines sévères, cimentant l'affaire comme l'une des poursuites les plus infâmes contre des bikers hors la loi en Suisse. De la Californie à la Suisse, le message était le même. Les Hells Angels tuent pour faire taire la dissidence, et ils vont en guerre pour défendre leur territoire. Et que ce soit à l'intérieur de leur propre rang ou contre des rivaux dans la rue, le prix à payer pour défier les Angels se paie toujours dans le sang. Janvier 2019, Rhode Island. Lorsque les agents fédéraux ont investi l'appartement de Douglas Lidham à North Providence, ils savaient qu'ils ne visaient pas simplement un petit trafiquant. Âgé de 54 ans, Lidham était un membre à part entière des Hells Angels, le genre d'homme qui avait gagné le droit de porter le célèbre rocker dans le dos. Ce patch avait du poids, loyauté, rang et lien profond au sein du monde des hors-la-loi. Ce que les agents ont trouvé à l'intérieur de son domicile montrait à quel point ces liens pouvaient être dangereux. Caché en pleine vue se trouvait un arsenal. 2 pistolets, un fusil de calibre 12, un gilet pare-balles avec logo de la police et des protections corporelles. À côté, 35 couteaux, 4 haches, 9 bâtons, des poings américains et plus de 800 cartouches. Et puis vinrent les drogues. Près de 40 grammes de méthamphétamine, 19 grammes de cocaïne et un registre manuscrit détaillant les ventes de drogue comme un plan d'affaires. À proximité, $6 400 en liquide, prêts à être mis en circulation. Pour les procureurs, c'était une illustration parfaite de la façon dont les Angels financent leur pouvoir. Drogue et armes, enveloppées d'intimidation. Le juge de la Cour de district des États-Unis, Lincoln Almond, a approuvé, qualifiant les charges de tellement graves qu'aucune condition de libération ne pourrait protéger la communauté. Lidham a été placé en détention sans possibilité de libération sous caution. L'assistant du procureur américain Paul Daly déclara au tribunal « Le prévenu possédait de nombreuses armes à cette résidence, le type d'arme utile à quelqu'un opérant au sein d'un gang de motards hors la loi. » Le DOJ a depuis longtemps qualifié les Hells Angels comme l'un des gangs de bikers les plus notoires au monde, liés à l'extorsion, au trafic d'armes et à la production de méthamphétamine. Et Lidham correspondait parfaitement à ce profil. Son avocat de la défense a tenté d'adoucir le tableau, arguant que Lidham n'était pas violent et ne représentait pas un risque de fuite.
Il a même mentionné un moment où Needham avait arrêté la police pour aider 2 femmes en overdose dans son camion. Mais le jury n'y a pas cru. Les armes, la drogue et sa précédente condamnation pour possession d'armes ont étouffé toute sympathie. En janvier 2020, Needham comparaît devant un juge fédéral et plaide coupable de trafic de méthamphétamine et de cocaïne, ainsi que de possession illégale d'armes en tant que criminel récidiviste. Le verdict fut rapide, 7 ans de prison fédérale. Pour le chapitre de Rhode Island des Hells Angels, c'était un rappel brutal que le patch peut commander le respect dans la rue, mais qu'au tribunal fédéral, la loi a toujours le dernier mot. Et tandis que Needham disparaissait derrière les murs de la prison, un autre tribunal à l'autre bout du monde se préparait à rendre son propre jugement sur les Hells Angels. Un jugement qui allait changer l'histoire du club à jamais. Janvier 2014, Berlin. C'était une nuit d'hiver dans le quartier de Reinickendorf à Berlin, lorsque 13 Hells Angels masqués ont fait irruption dans un petit bureau de bookmaker. Leur cible était Tahrir E, un ancien membre des rivaux Bandidos. Armés, impitoyables et coordonnés, ils ont ouvert le feu. 6 balles l'ont atteint. Il est mort instantanément. Le meurtre était une exécution, un message de la pègre écrit dans le sang. 5 ans plus tard, en 2019, un tribunal allemand a rendu l'un des jugements les plus sévères jamais infligés aux Hells Angels. Lors du plus grand procès de bikers du pays à ce jour, 8 membres du chapitre de Berlin ont été condamnés à la réclusion à perpétuité pour leur rôle dans le meurtre. Au centre se trouvait Kadir P., le chef du chapitre, reconnu coupable d'incitation au meurtre. 7 autres membres ont suivi avec des peines de prison à vie, tandis qu'un membre devenu informateur a échappé avec 12 ans. Le procès n'a pas seulement révélé la brutalité du meurtre, il a aussi jeté une ombre sur la police, avec 3 officiers enquêtés pour avoir prétendument ignoré des avertissements concernant le coup prévu. Pour les Angels, ce n'était pas qu'une simple querelle avec les Bandidos. C'était une perte catastrophique, anéantissant presque entièrement l'équipe berlinoise en une seule décision. Mais Berlin n'était que le début. 6 mars 2018, Belgique. L'une des opérations les plus spectaculaires contre les Hells Angels s'est déroulée en Belgique, lorsque la police a lancé des raids simultanés sur plusieurs clubhouses, à Lanaken et Genk, dans le Limbourg. Ce qu'ils ont découvert ressemblait plus à un stock de guerre qu'à un clubhouse de bikers. L'opération fut massive. 16 locaux perquisitionnés à travers le pays, 12 suspects arrêtés et plus de 50 armes saisies. Parmi elles, 8 armes à feu, 800 munitions, des gilets pare-balles avec de faux logos de la police belge et même un lance-roquettes. Les enquêteurs ont expliqué que les raids avaient été déclenchés par une vague d'incidents violents liés à l'extorsion, au trafic de drogue, au commerce d'armes et au crime organisé des Angels. L'affaire était également reliée à une enquête transfrontalière sur la drogue, qui s'étendait déjà aux Pays-Bas et à l'Allemagne. Pour les Hells Angels, ce fut un rappel glaçant. Peu importe à quel point leurs forteresses peuvent sembler imprenables, la loi peut toujours faire irruption à tout moment. Zurich, Suisse. Ce fut un rare moment de confrontation pour les Hells Angels en Suisse. Après près d'une décennie d'enquête et de retard, l'ancien président du chapitre de Zurich s'est finalement retrouvé devant la plus haute juridiction pénale du pays, accusé de crimes révélant les rouages les plus sombres derrière la réputation du club. Ici, mardi là, le tribunal a rendu son verdict. L'ancien président a écopé d'une peine de prison avec sursis de 2 ans pour transport et trafic de marijuana, tentative de chantage, contraintes illégales et même enlèvement. Il n'était pas le seul Angel à faire face à la justice. Un membre basé à Lausanne a reçu 10 mois de prison avec sursis pour son rôle dans le transport de marijuana, tandis qu'un autre de la Suisse alémanique a été condamné à une amende de 7200 francs suisses pour tentative d'enlèvement et contrainte. Un 4e homme, cependant, a vu son affaire complètement annulée. Ses accusations ont été rejetées et près de 10 000 francs lui ont été attribués en compensation pour accusations injustifiées. Au cœur de l'affaire se trouvait une vaste opération de cannabis dans la région d'Arberg, près de Berne.
impliquant des centaines de kilos de produits. Les procureurs fédéraux étaient convaincus que les Hells Angels de Zurich n'étaient pas seulement des bikers, mais un syndicat criminel déguisé. Les écoutes et surveillances de 2003 et 2004 ont peint un tableau inquiétant, mais les autorités n'ont pas pu prouver de lien direct entre le chapitre et le crime organisé plus large. Pour autant, l'affaire a laissé son empreinte. Les procureurs avaient plaidé pour des peines plus sévères, surtout pour l'ancien président, arguant que la responsabilité pesait sur la direction du club. Et si les peines étaient moins lourdes que ce qu'il demandait, le procès était symbolique, l'une des premières et des plus publiques tentatives de Suisse pour percer l'armure de secret des Hells Angels. Fondés à Zurich en 1970 comme l'un des premiers chapitres européens, les Angels suisses avaient depuis longtemps la même aura de peur et de loyauté que leurs frères américains. Mais après cette bataille judiciaire, leur réputation n'était plus intouchable. Les soupçons de trafic de drogue, d'extorsion et de violence pesaient lourdement sur leur patch. Pour la Suisse, le procès n'a peut-être pas détruit le chapitre, mais il a laissé une cicatrice et rappelé que la devise des Angels fonctionne dans les deux sens. Quand nous faisons le bien, personne ne s'en souvient. Quand nous faisons le mal, personne n'oublie. Alors que les tribunaux européens tentaient de grignoter l'empire des Angels, d'autres pays se préparaient à des batailles encore plus importantes contre la fraternité. De la Californie à l'Europe, les Hells Angels ont affronté certaines des batailles judiciaires les plus dures de l'histoire. Leur patch, autrefois symbole de fraternité, est désormais une marque mondiale de crime et de peur. Chaque verdict, chaque raid montre que la loi ne cessera jamais de riposter. Mais si vous pensez que les Angels sont les motards les plus sombres qui soient, cliquez sur la prochaine vidéo, où une autre fraternité, liée à un nom encore plus infâme, prend le devant de la scène.